Épisode: Yann Lequin, un milliard contre les perroquets. Il joue de la bombarde. C'est un instrument breton, un souffle puissant dans un roseau de bois, quelque chose entre le hautbois et le cri d'un navire. Il en joue dans les fest-noz depuis 1974, avec son oncle, en Bretagne, chaque été. Son nom de famille, Lequin, vient du breton ancien, cugne, ça veut dire débonnaire, le gentil, le bienveillant. Et c'est aussi l'homme qui, depuis 3 ans, attaque publiquement Sam Altman, Elon Musk, Geoffrey Hinton et une bonne partie de la Silicon Valley. Pas pour le plaisir de la bagarre, pour une idée. Son idée est simple. Un enfant de 2 ans pousse un verre au bord d'une table. Un modèle de langage peut très bien vous dire que le verre va tomber. La question de Yann n'est pas de savoir s'il peut le dire. La question est de savoir ce que cette phrase contient vraiment. Une corrélation linguistique très puissante ou une représentation du monde assez robuste pour agir dedans. En décembre 2025, il quitte Meta. En mars 2026, il lève 1 milliard de dollars. Pas pour suivre la ruée, pour essayer de la contourner, pour construire autre chose. Pas seulement des machines qui parlent du monde, des machines qui pourraient, un jour, y agir. Il a déjà fait ce pari une fois, seul contre presque tout le monde, pendant 15 ans. Il avait raison. Mais cette fois, la vraie question n'est peut-être pas seulement de savoir s'il a raison. La vraie question est raison pour quoi, pour qui et pour quel monde au juste. Chapitre 1: Le mercredi après-midi. Un étudiant découvre un champ déserté. Chaque semaine, il revient au même endroit pour lire ce que personne autour de lui ne lit. Sans réseau, sans école, sans camp. Yann Lequin naît le 8 juillet 1960 à Soisy-sous-Montmorency, dans le Val d'Oise. Son père est ingénieur aéronautique, sa mère est enseignante. 2 choses dans cette maison, la rigueur et la curiosité. Le père invente, bricole, construit, le fils aussi. Avec son frère, il fabrique des engins volants de toutes sortes. Plus tard, Yann dira « J'ai hérité ça de mon père ». Très tôt, le garçon lit de la science-fiction. Il s'intéresse aux robots, à l'informatique, aux machines qui pourraient un jour penser. En 1980, il est étudiant à l'ESIEE à Noisy-le-Grand. Et un jour, en feuilletant les actes d'un colloque de Cerisy consacré à l'inné et à l'acquis, il tombe sur une idée, le perceptron, une machine inventée dans les années 50 par Frank Rosenblatt. Une idée brillante, et une idée abandonnée, presque oubliée. Elle le frappe comme une évidence. À partir de là, chaque mercredi après-midi, quand l'ESIEE ferme, il prend le chemin de Rocancourt. Il entre à la bibliothèque de l'INRIA. Il faut mesurer ce que cela signifie. En 1980, il n'y a pas d'internet, pas de moteur de recherche, pas de PDF en un clic. Pour lire une thèse ou les actes d'une conférence, il faut se déplacer physiquement, aller dans l'un des rares endroits en France où ces textes existent. Rocancourt en est un. C'est là que vont ceux qui cherchent ce que le système académique classique ne montre pas. Et Yann lit tout ce qui existe sur les réseaux de neurones. Il découvre assez vite une chose stupéfiante. Dans le monde occidental, presque plus personne ne travaille sur le sujet. Le champ est vide, la porte est ouverte, et personne n'y entre. Il décide d'y entrer quand même. Il commence son doctorat à l'université Pierre et Marie Curie. Sa thèse porte sur la rétropropagation du gradient, en langage simple, la manière dont un réseau de neurones apprend de ses erreurs. Il est seul, pas de collaborateurs, pas de conférences qui acceptent le sujet, pas de directeur de recherche qui regarde dans cette direction. Puis quelque chose bascule. Février 1985, école d'été aux Ouches, au pied du Mont Blanc. Yann y rencontre Geoffrey Hinton, puis Larry Jackel, qui dirige un département dans un endroit mythique, Bell Labs, le laboratoire du transistor, du laser, du langage C et d'Unix. 3 ans plus tard, Jackel le recrute. En 1988, Yann part pour les États-Unis. Il dit à sa femme et à ses 2 enfants que cela ne durera qu'1 an ou 2. Il y restera des décennies. Chapitre 2: L'invention que personne n'a voulu. Une idée peut réussir trop tôt. Le laboratoire voit un demi-échec. Lui commence à voir un futur entier. Yann arrive à Bell Labs à la fin des années 80. Un bâtiment gigantesque, 5000 personnes, des couloirs entiers de chercheurs, l'un des plus grands laboratoires de recherche du monde. Il est, selon ses propres mots, incroyablement impressionné. Et il se met au travail. Son idée tient en une phrase: apprendre à une machine à lire l'écriture humaine, ceux qu'on griffonne sur une enveloppe, ceux qu'on écrit sur un chèque. En 1989, le premier système fonctionne. Il lit les codes postaux pour le service postal américain.
C'est la première application concrète des réseaux de neurones convolutifs, les CNN, qu'il est en train d'inventer. Les CNN apprennent à détecter des formes simples, puis des formes plus complexes, couche après couche. En clair, la machine apprend à voir. Le problème, c'est que le taux de réussite plafonne autour de 50%. Bell Labs regarde le résultat. Trop lent, trop gourmand en calcul, trop fragile. Le laboratoire voit un prototype raté. Lui commence à voir une époque. Il continue, il améliore, il persiste. En 1998, il publie avec plusieurs collègues, dont Léon Bautou, Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition. Selon Google Scholar, ce papier a aujourd'hui été cité plus de 84 000 fois. En 1998, presque personne ne le remarque. Non pas parce que le papier est faible, parce qu'il arrive au pire moment. Les réseaux de neurones sont alors passés de mode. Commencent ce qu'on appellera plus tard les hivers de l'intelligence artificielle. Les financements se déplacent, les modes académiques changent, le consensus devient simple, ce n'est pas là que l'avenir se joue. Yann, lui, ne change pas de cap. En 2002, il quitte AT&T Labs. En 2003, il rejoint l'Université de New York comme professeur. Et là, dans les marges du monde académique, il continue, avec quelques étudiants, avec la même idée. Il se décrira plus tard comme l'un des fous furieux qui ont maintenu la flamme du deep learning quand la planète entière l'avait éteinte. C'est ce trait-là qui compte pour la suite, pas seulement le génie, pas seulement la technique. À ce stade, le plus important n'est peut-être déjà plus l'invention, c'est le tempérament. Chapitre 3. 12 ans à l'intérieur. L'institution qu'il a consacrée finit aussi par l'étouffer. Ce n'est pas une rupture soudaine, c'est une divergence qui prend des années à devenir visible. 2012 change tout. AlexNet gagne ImageNet avec une avance spectaculaire. Et soudain, ceux qui avaient ignoré les réseaux de neurones pendant 20 ans veulent tous les embaucher. Mark Zuckerberg comprend le signal. En décembre 2013, Yann fonde FAIR, Facebook AI Research, d'abord à New York, puis à Menlo Park, puis à Paris en 2015. Il impose d'emblée une condition. La recherche sera ouverte. Les articles seront publiés, les résultats partagés avec la communauté scientifique. Pour un géant de cette taille, ce n'est pas banal. Et cela marche. En quelques années, FAIR devient l'un des laboratoires d'IA les plus respectés du monde. Des centaines d'articles, les meilleurs chercheurs recrutés, la vision par ordinateur, la traduction, les systèmes de recommandation, tout progresse. En 2018, Yann reçoit le prix Turing avec Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio, les 3 hommes qui ont tenu bon pendant les années de désert. Ce n'est pas seulement une récompense, c'est le moment où l'obstination devient officielle. Mais à l'intérieur de Meta, une fissure grandit. Le monde entier bascule vers les grands modèles de langage. ChatGPT explose fin 2022. Google répond. Anthropic répond. La course aux plus gros modèles s'accélère. Meta suit le mouvement. Yann, non. En 2022, encore salarié de Meta, il publie A Path Towards Autonomous Machine Intelligence, un manifeste en réalité. Il y décrit une autre direction. Des machines qui ne se contentent pas de compléter du texte, mais qui apprennent des représentations du monde, anticipent, planifient, agissent. C'est là, peut-être, que la divergence devient irréversible. Pas sur un organigramme, pas sur un titre, sur une idée de ce que l'intelligence artificielle doit devenir. Puis vient avril 2025. Meta lance Llama 4. C'est un échec. Et ce qui se passe en coulisses est pire encore. Selon plusieurs sources relayées publiquement, l'équipe IA aurait manipulé certains benchmarks sous pression interne. Quand Zuckerberg le découvre, il perd confiance. Il met au placard l'ensemble de l'organisation dédiée à l'IA générative. En quelques mois, Meta réorganise son IA 4 fois. Le taux de rétention des talents tombe à 64%, selon Datamation. Certains employés parlent d'une culture de la peur. Puis arrive l'épisode final. Meta crée un Super Intelligence Lab et nomme à sa tête Alexandre Wang, cofondateur de Scale AI. Pour la première fois depuis 12 ans, Yann comprend que son idée n'est plus seulement minoritaire. Elle est désormais institutionnellement subordonnée. En novembre 2025, Yann publie un post sur LinkedIn. 3 lignes. Il s'en va. Au Figaro, il lâche cette phrase. « Je me suis fait des ennemis dans divers coins de la Silicon Valley ». Le 19 décembre, il annonce AMI Labs, 12 ans chez Meta, un prix Turing, et un départ qui ressemble moins à une démission qu'à un acte de foi. Chapitre 4. Ce que l'enfant sait. Ici, il faut ralentir. Une seule idée tient tout l'édifice. Si on la comprend, le reste de l'histoire change de sens. Pour comprendre la suite, il faut s'arrêter ici. Une seule idée tient tout le projet. Un grand modèle de langage apprend en lisant du texte, des milliards de mots.
des bibliothèques entières. Il devient extraordinairement bon pour prédire le mot d'après. Il peut résumer un document, rédiger une réponse, écrire du code, proposer un plan, produire parfois des solutions originales et utiles. Il ne faut pas raconter n'importe quoi, ce n'est pas un simple perroquet au sens banal, sa puissance est réelle. Ce que Yann conteste, ce n'est pas son utilité, c'est le type de compréhension qu'il mobilise. Un modèle de langage peut très bien vous dire qu'un verre poussé au bord d'une table va tomber. La question n'est pas de savoir s'il peut l'énoncer, la question est de savoir ce que cette réponse engage réellement. Une corrélation linguistique très puissante ou une représentation du monde assez robuste pour agir dedans. Maintenant, prenez un enfant de 18 mois. Il ne lit pas, il ne parle presque pas, mais il sait déjà des choses immenses, qu'un objet caché derrière un coussin existe encore, qu'une balle lancée va retomber, que le liquide va couler si on renverse un verre. Il l'a appris en observant, en touchant, en échouant. Son cerveau a construit un modèle interne du monde physique, une simulation qui tourne en permanence, qui anticipe, qui prédit, pas des mots, des conséquences. Voilà la différence. Pas une machine qui parle du monde, une machine qui essaie de le rejouer à l'intérieur d'elle-même. Le mot intelligence générale impressionne facilement. On imagine une machine totale, presque magique. En réalité, le sujet est souvent plus simple. Une intelligence plus générale devient utile quand on sort du script. Pas pour faire mieux qu'un bon système spécialisé sur une tâche répétitive. Pas pour faire mieux qu'un modèle de langage sur un mail, un compte-rendu ou une petite application. Elle devient utile quand il faut s'adapter, transférer, improviser, raisonner avec peu d'informations et agir dans un monde qui ne coopère pas. Une chaîne d'usine propre et stable n'en a pas forcément besoin. Un robot domestique, une voiture autonome dans une ville inconnue ou un assistant mobile dans un bureau encombré, c'est une autre histoire. C'est pour cela que le pari de Yann ne vise pas d'abord la boîte mail, le résumé de PDF ou le copilote de bureau. Pour tout cela, les modèles de langage sont déjà les outils des plus naturellement utiles. Son pari vise les situations où une machine doit comprendre un environnement, anticiper les conséquences d'une action, naviguer dans un espace, manipuler des objets, ou simuler un système dynamique. La robotique, la logistique, l'industrie, la conduite autonome, les mondes interactifs, là où le langage seul ne suffit plus. L'architecture qu'il a développée pour cela s'appelle GEPA. En langage simple, au lieu de prédire le prochain mot ou le prochain pixel, GEPA apprend à prédire des représentations abstraites, pas la surface des choses, leur structure. Dans son manifeste de 2022, Yann décrit une architecture cognitive complète, un modèle du monde, une mémoire, un module d'évaluation, un acteur. Ensemble, ces éléments forment quelque chose qui ressemble moins à un chatbot qu'à un agent. Au fond, Yann cherche une machine qui ne se contente pas d'avoir l'air de comprendre, mais qui tienne un peu mieux quand le réel devient flou, instable, imprévu. Chapitre 5. Les guerres. On peut passer sa vie à défendre une idée, puis finir par défendre cette idée contre presque tout le monde. À ce stade, le désaccord n'est plus académique. Il devient personnel, stratégique, public. En breton, son nom veut dire le gentil. C'est pourtant l'homme qui, dans Le Monde en avril 2023, compare l'idée de ralentir la recherche sur l'IA à une forme d'obscurantisme. C'est aussi celui que Numérama a présenté comme l'homme qui avait décidé de détruire méthodiquement Elon Musk. Désormais, Yann ne défend plus seulement une idée scientifique. Il défend aussi une certaine manière de distribuer le pouvoir dans l'intelligence artificielle. Geoffrey Hinton d'abord. Le même Hinton qu'il a rencontré au Hoosh en 1985. Le même avec qui il a partagé le prix Turing. En 2023, Hinton quitte Google, alerte sur les risques existentiels de l'IA et appelle à ralentir. Yann lui répond publiquement. Le désaccord n'est plus seulement technique, il devient philosophique. Puis viennent Sam Altman, Dario Amodei, Demis Hassabis. Les patrons d'OpenAI, d'Anthropic, de DeepMind. Yann refuse de signer les appels à la pause. Il accuse ses acteurs de semer la peur pour orienter la régulation à leur avantage. En clair, selon lui, ils ne protègent pas seulement le monde, ils protègent aussi leur position. Et puis il y a Musk. Là, le désaccord change de ton. Twitter, les passes d'armes, les accusations de mensonges, de conspirationnisme, d'alarmisme opportuniste. Reste Bengio, le troisième mousquetaire. Lui veut plus de prudence, plus de régulation. Yann veut autre chose, une infrastructure ouverte, des standards, mais pas de pause. Les trois pairs du deep learning ne sont plus alignés sur rien d'essentiel. Il faut rester lucide. Minimiser les risques de l'IA n'est pas une position neutre. Elle pouvait servir méta hier, elle peut servir ami demain. Yann n'est pas en dehors du jeu, mais il y a tout de même quelque chose de frappant dans sa posture. La
plupart des gens qui se font des ennemis en Silicon Valley essaient de le cacher. Lui le dit presque avec fierté, comme si avoir des ennemis était déjà une forme de preuve. C'est la continuité de toute sa carrière. Il avait des ennemis quand il défendait les réseaux de neurones pendant les hivers. Il avait raison. La question désormais est plus inconfortable. L'entêtement du visionnaire et l'entêtement de l'aveugle se ressemblent-ils au début? Oui, souvent. Chapitre 6. 1 milliard sans produit. À partir d'ici, le pari change d'échelle. Il ne s'agit plus seulement d'avoir raison en théorie. Il faut maintenant survivre au temps, au marché et aux attentes qu'un tel montant fabrique. Mars 2026. Selon TechCrunch, Amilabs lève 1,03 milliard de dollars. Valorisation pré-money, 3,5 milliards. L'entreprise n'a pas de produit. Elle n'annonce pas de produit. Elle mise sur la recherche fondamentale. Dans un marché qui récompense les démos rapides, c'est un pari étrange, ou un pari rare. La structure elle-même raconte quelque chose. Yann n'est pas CEO, il est Executive Chairman, le scientifique en chef, pas le manager. Le CEO s'appelle Alexandre Lebrun. Il vient de Nabla, une start-up d'IA médicale. Il a été chercheur chez FAIR. Le siège est à Paris. Il y a aussi des équipes à New York, Montréal, Singapour. Le centre de gravité, lui, est en France. Ami promet de publier ses recherches et de libérer la majorité de son code. Open source. Yann défend l'idée que l'ouverture est le meilleur moyen de limiter les risques. Mais cette ouverture soulève aussi une question simple. Comment construit-on une entreprise à 3,5 milliards sur une matière première en grande partie publique? Il faut être honnête, Ami n'a pas annoncé de feuille de route publique très précise. Pas de grande démo datée. Pas de produit promis dans 6 mois. À court terme, on attend autre chose. Des recrutements, du calcul, des partenariats industriels et probablement des publications. Alexandre Lebrun l'a dit explicitement. Ami n'est pas une start-up qui sort un produit en 3 mois et du revenu en 6. Le pari est beaucoup plus inconfortable. Il demande au marché de financer du temps long avant la preuve. C'est là qu'apparaît une autre tension. Peut-être que Yann a raison sur la science, mais pas sur l'endroit où la valeur économique apparaîtra d'abord. Dans les bureaux, à la compta, au commerce, au juridique, dans la plupart des fonctions où le travail reste d'abord textuel, les modèles de langage paraissent aujourd'hui beaucoup plus directement utiles. Le pari d'Ami vise surtout le monde physique, les systèmes autonomes, les environnements dynamiques, la robotique, la conduite, les opérations industrielles. Cela ne veut pas dire que Yann a tort. Cela veut dire que la bonne science et le bon marché ne sont pas toujours au même endroit, ni au même moment. Et Yann n'est pas seul dans cette course. Fei Li a fondé World Labs. Selon TechCrunch, l'entreprise a levé 1 milliard en janvier 2026. Elle a déjà un produit, Marble, lancé en novembre 2025, qui génère des mondes en 3 dimensions à partir d'une image ou d'un texte. Même intuition de départ, même terrain général, mais stratégie différente. Là où World Labs montre déjà quelque chose, Ami demande encore du temps. 1 milliard, pas de produit, pas de calendrier ferme, juste une promesse, comprendre le monde avant d'y lâcher des machines. Chapitre 7. A-t-il raison? Le plus difficile n'est pas de reconnaître un visionnaire après coup. Le plus difficile, c'est de le reconnaître avant la preuve. C'est là que commence la dernière question. Alors a-t-il raison? Les limites des modèles de langage, on les voit déjà. Elles ne disparaissent pas avec la taille. Mais cela ne suffit pas à donner raison à Yann sur tout le reste. Il faut ajouter une autre question. Raison pourquoi et pour qui? Toute la robotique n'a pas besoin d'intelligence générale. Un bras robotisé sur une chaîne de production, dans un environnement propre et stable, peut être extraordinairement performant sans comprendre grand-chose du monde. Un système spécialisé suffit souvent très bien. Le vrai besoin apparaît quand on sort du cadre. Une rue, une maison, un entrepôt plus chaotique que prévu, un assistant mobile face à des objets mal rangés, des humains imprévisibles ou des consignes incomplètes. Prenons un exemple simple. Va chercher le chargeur dans la chambre. Pour un humain, c'est presque rien. Pour une machine, c'est gigantesque. Quel chargeur? Où chercher d'abord? Que faire si la chambre est en désordre? Si le câble est caché sous un vêtement? Si l'objet a changé de place? Si quelqu'un entre au même moment? C'est dans ce genre de scène banale que le mot général commence à prendre un sens concret. Voilà peut-être la meilleure définition pratique de cette intelligence plus générale. Pas une machine omnisciente, pas une conscience tombée du ciel. Quelque chose de plus modeste et de plus difficile. Une machine qui ne s'effondre pas dès qu'on sort du scénario prévu. Si Yann a raison, alors l'enjeu n'est pas seulement de construire une machine plus brillante, c'est de construire une machine qui tient quand le monde devient flou, instable, imprévu. Ce qui joue en sa faveur, il n'est plus seul. Fei Li, Google DeepMind, Nvidia avancent eux aussi vers des formes de modélisation du monde. Il y a 5 ans, c'était un sujet de niche. Aujourd'hui, plusieurs milliards convergent vers cette intuition. Ce qui joue contre lui, ou du moins dans le registre de l'incertitude, c'est que les modèles de langage continuent de surprendre, et que la valeur économique immédiate de l'IA reste aujourd'hui du côté du texte, du code, des copilotes de bureau, des workflows symboliques. Yann peut donc avoir raison sur une limite scientifique réelle, sans que cela signifie que son pari sera le prochain centre de gravité du marché. Et puis il y a le temps. Il y a 1 milliard de dollars, c'est beaucoup. C'est aussi une horloge.
Les investisseurs n'ont pas la patience des chercheurs. Si dans 3 ans les world models n'ont rien produit de tangible, pendant que les modèles de langage continuent d'avancer, le récit changera. Vite. L'histoire des technologies est pleine de gens qui avaient vu juste, mais trop tôt. Avoir raison trop tôt en technologie, c'est souvent la même chose qu'avoir tort. Yann a construit toute sa carrière sur cette possibilité. Il a tenu 15 ans dans les hivers de l'IA avec la même conviction, et c'est à la fois sa force et son angle mort. Peut-être qu'il voit un vrai futur, peut-être aussi qu'il voit un futur moins universel qu'annoncé, plus robotique, plus industriel, plus lent et beaucoup moins central pour la majorité du travail humain. Ce qui se joue ici n'est peut-être pas seulement la prochaine architecture de l'IA, c'est une question plus embarrassante. Quel type d'intelligence voulons-nous vraiment construire si elle n'est pas d'abord celle qui nous aide au bureau, mais celle qui agit dans le monde physique ? Sur le diagnostic, il a probablement raison. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est s'il a la clé, ou s'il a seulement vu le verrou. En 1985, un étudiant français est arrivé au Houch avec une idée dont personne ne voulait. 41 ans plus tard, il repart de Paris avec $1 milliard et une question plus grande que lui. Cette fois, le monde le regarde. Vous écoutiez Yann Lequin, 1 milliard contre les perroquets. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner, le partager ou lui laisser quelques étoiles. Ça aide vraiment le podcast.